Je suis la première avocate de France à avoir créé un cabinet d'avocats 100% digitalisé. Moi qui viens de ce domaine, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais osé faire. Les développeurs qui partent avec le code source et qui montent un business concurrent. Ça, il faut vraiment faire attention. La plus grosse erreur, c'est de faire l'économie d'un accompagnement juridique. Les deux plus gros risques légaux qui existent pour une entreprise, c'est... Et ça, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher à l'entreprise. C'est quoi la vérité sur le monde du business que tu peux pas vraiment dire en ligne? Tu veux une réponse policée façon LinkedIn ou est-ce que tu veux une réponse sans filtre Sans filtre. La vérité, et c'est une vérité qui fait mal, c'est que 90% des entrepreneurs qui scalent et qui lèvent des fonds sont des... On ne bâtit pas un gratte-ciel sur du sable et une entreprise sans cadre juridique, c'est une tour qui penche. Alexandra Fortin l'a compris et en a fait une mission, protéger et propulser les entreprises en expansion. Avocate d'affaires, entrepreneuse, investisseuse, 11 ans d'expertise, plus de 16 000 abonnés qui la suivent, choisis par Unicorn, Mozart, Blast et bien d'autres pour sécuriser leur croissance. Elle a quitté les codes figés des cabinets traditionnels pour créer le sien, 100% digital, agile et stratégique. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, elle révèle les erreurs fatale que même les meilleurs commettent et ses secrets pour grandir en toute sécurité. Ignorer ces secrets, c'est prendre le risque de tuer votre croissance. Alors prenez des notes. Maître Fortin est appelé à la barre. Alexandra, comment tu décrirais ce que tu fais, ta vision, ta mission? Alors moi, je suis avocate en droit des sociétés. Je suis inscrite au barreau de Paris depuis 11 ans. J'accompagne les entreprises en croissance à se structurer et à se financer. À côté de ça, je suis aussi entrepreneur puisque j'ai 3 side business, dont 2 qui tournent sans moi. Je suis aussi investisseuse. En fait, je suis membre de plusieurs clubs d'entrepreneurs et d'investisseurs. J'investis principalement dans les startups puisque c'est mon domaine. Ma première mission, c'est de dédiaboliser l'image de l'avocat qui a 150 ans, qui se prend pour Dieu. Moi, je fais partie d'une nouvelle génération d'avocats, des avocats qui sont plus humains, plus accessibles. Plus authentique. Par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, je partage quasiment toute ma vie. Et ma deuxième mission, je dirais que c'est d'essayer de rendre le droit sexy et surtout de le rendre accessible à tous. En fait, ça fait quelque temps que je crée pas mal d'outils juridiques qui sont soit gratuits, complètement gratuits, soit à moins de 100 € pour les personnes qui ont des petits budgets, mais qui veulent quand même se protéger juridiquement. Je donne aussi pas mal de contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On adore. Donc, tu es vraiment à contre-courant des autres avocats. Parce que rendre accessible le droit, je pense que pour connaître pas mal le domaine, c'est un peu l'opposé généralement. C'est vrai que les avocats... D'ailleurs, on en parlera. J'ai hâte de te poser cette question-là sur comment c'est perçu un petit peu dans la profession. Dans le domaine, exactement. Donc, toi qui vois justement, donc tu es multi-entrepreneur, plein de choses passionnantes, comme justement tu viens de le dire. C'est quoi pour toi l'erreur juridique la plus fréquente qu'on peut voir vraiment et aussi qui est la plus dangereuse chez les CEO qui sont en train de scaler? La plus grosse erreur, je dirais que c'est de faire l'économie d'un accompagnement juridique, justement. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent tous les jours et qui me disent mon expert comptable, il m'a dit qu'il fallait que je fasse ci ou que je fasse ça. Et finalement, je me rends compte après coup que j'ai été mal conseillée. En fait, il faut savoir un truc, c'est que nous, en tant qu'avocats, on a le monopole en matière de conseil juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un expert comptable a l'interdiction légale, alors sauf exception strictement cadrée par la loi, un expert comptable, il a l'interdiction légale de faire du conseil juridique. Si un professionnel qui n'est pas avocat fait du conseil juridique, ça s'appelle de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Après, il faut se responsabiliser un minimum. Si tu préfères voir un expert comptable pour te conseiller plutôt qu'un avocat pour économiser quelques euros, il faut pas se plaindre que tu as été mal conseillé. En plus, on a des fausses idées sur le fait que aller voir un expert comptable, c'est moins cher que d'aller voir un avocat. C'est faux. Dans la plupart des cas, un avocat, il coûte pas beaucoup plus cher qu'un expert comptable. Donc, je pense que... En fait, il faut pas voir le juridique comme une dépense, mais plutôt comme un levier de croissance. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur que je vois souvent, c'est de demander conseil à ChatGPT. Ça, c'est non, c'est un grand non. La semaine dernière, j'ai un client qui m'a envoyé un contrat rédigé avec ChatGPT, avec plein d'émojis partout. Enfin, voilà. Il faut savoir un truc, c'est que, premièrement, ça n'a aucune efficacité juridique, donc ça ne protège pas tes droits. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, tu perds toute crédibilité vis-à-vis de tes partenaires commerciaux. Surtout avec des emojis, ouais. Exactement. Donc, du coup, non, c'est vraiment à bannir. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que moi, en tant que professionnel du droit, je pourrais générer un contrat
qui tiennent la route juridiquement avec Ouais. ChatGPT? Et je pense que oui. Je pense que la réponse est oui. Parce que j'arriverai à prompter de sorte que le contrat, il contienne les bonnes clauses, etc. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas, non, faut éviter. Ouais. Moi, je l'ai testé. Tous mes contrats, je l'ai fait avec ChatGPT. Mais Ouais. vu que j'ai la connaissance, tu vois, tu sais que cette clause, elle est essentielle. Celle-là, qu'est-ce que tu m'as dit? Donc, en fait, tu peux, comme la création de contenu, finalement. Quand tu es formé, par exemple, copywriting, tu es capable de voir ça, c'est nul, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que là, les emojis, ouais, c'est hyper dangereux quand tu sais pas, de faire confiance. Après, ça peut poser des vrais soucis. Ouais. Ouais, et puis quand tu t'y connais, tu peux ajuster, tu peux faire une version 2, une version 3. Moi, des fois, je fais cette version. Mais ouais, sinon, quand tu sais pas, finalement, tu te fies un peu à ChatGPT. Et ChatGPT n'est pas un expert juridique. Donc, Oui, puis il a l'air sûr de lui, hein. Ouais. Un peu trop, hein. Ouais. Et c'était quoi le challenge impossible que tu as réussi malgré toute attente? En fait, j'ai 2 challenges. Le premier challenge, c'était il y a 7 ans, quand je me suis expatriée à l'étranger, puisque j'étais la première avocate de France à m'expatrier à l'étranger, à faire, du 100% télétravail. Faut savoir que c'était en 2018, donc c'était avant Covid. Ça n'existait quasiment pas, Ouais. le télétravail, donc c'était quelque chose de vraiment nouveau. C'était quelque chose que je cachais, que je disais pas forcément à mes clients parce que, j'avais peur de leur réaction et puis, je le vivais un peu comme une honte. Et finalement, avec les années, parce que ça a duré 7 ans, au fil des années, je me suis rendu compte que ça changeait rien du tout à la relation avec le client puisque, j'étais quand même beaucoup en contact avec lui, soit par téléphone, soit par visio, par mail. On échange régulièrement. En plus, je revenais souvent en France, donc je pouvais faire tous mes rendez-vous, en présentiel. Et finalement, quelque chose qui était presque une honte est devenu ma plus grande force, à tel point que c'est ça qui m'a permis, il y a pas très longtemps, de quitter un gros cabinet, d'avocats parisien pour m'installer à mon compte. On adore. Voilà, et ça, c'est mon premier challenge. Et le deuxième challenge, c'est celui que je suis en train de vivre en ce moment, puisque, je viens de le dire, je me suis installée à mon compte et en fait, je suis la première avocate de France à avoir, créé un cabinet d'avocats 100% digitalisé. Un cabinet d'avocats 100% digitalisé, c'est quoi? En fait, moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas de cabinet physique. J'ai juste une adresse de domiciliation à Paris et en fait, je fais, tout à distance, tout en dématérialisé, donc j'ai absolument pas de papier chez moi, j'ai pas de bureau. L'avantage pour mes clients, c'est que, en fait, j'ai pas de charge fixe, j'ai pas de frais fixes, Ouais. ce qui fait que je peux proposer des tarifs ultra compétitifs à mes clients. C'est plutôt avantageux pour eux. Là, je suis en train de créer un modèle de cabinet qui existait pas jusque-là. Peut-être que, qui sait, dans quelques années, ça deviendra la norme. Je sais pas. Ça m'étonnerait pas. Mais là, tu casses tous les codes, quoi. Elle est en effet. vraiment il y a un raz-de-marée, quoi. D'ailleurs, j'ai vu, t'es passée dans des journaux. Ah, c'est cool, là-dessus. Justement, puisque comme c'est le premier cabinet en France 100% digitalisé, il y a eu pas mal d'articles dans la presse, à ce sujet. C'est plutôt la presse, spécialisée, la presse juridique, ouais. Trop bien. Ouais. Franchement, bravo. Bravo, Merci. c'est hyper cool. Je sais pas si en Suisse, quelqu'un oserait faire ça, mais moi qui viens de ce domaine, honnêtement, je sais pas si j'aurais osé le faire. J'y ai pensé plein de fois. Quand je me suis expatriée aussi, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Franchement, je pense que il y a le côté, vraiment, d'un coup, tu crées un nouveau marché, premièrement. Donc, tu es la première. Donc, j'imagine quand même que tu dois avoir plein de gens pas très contents. En plus, tu casses aussi les prix. Du coup, il y a aussi tout ça. Et tu es en train de montrer une nouvelle voie. Donc, c'est vrai que quand on est les premiers, comme Uber, quand ils sont arrivés, ils ont cassé le marché. Et du coup, tous les taxis étaient énervés, etc. Et c'est un peu ça. Et franchement, bravo. Bravo, parce que ça demande beaucoup de courage. Et je sens, quand tu le dis, justement, c'est en mode, j'avais envie de faire ça. Et donc, du coup, oui, c'était plus compliqué que la norme, entre guillemets. Mais en fait, j'ai quand même été et je l'ai fait parce que, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me fait kiffer, en fait. Je pense qu'au départ, c'était peut-être une question un instinct de survie, de me dire, en fait, j'adore mon métier, mais c'est en train un peu de me ronger parfois quand on fait des nocturnes au cabinet, qu'on rentre à 4h du matin et qu'on renquille le lendemain à 7h, c'est compliqué, en fait. Mais voilà, j'avais envie de continuer à faire ce métier, mais dans des conditions qui étaient plus conformes à au rythme de vie que j'avais envie. Ouais, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté le droit. Ouais. Parce que justement, en fait, tu passes... Moi, mon patron, je me souviens, il m'avait dit, Amandine, pendant 5 ans, vous oubliez les soirées, les week-ends, les vacances, c'est fini. C'est moi qui adore, tu vois, vivre, quoi. Ouais. J'étais là, ça va pas le faire.
Je me souviens, je suis rentrée déprimée. Lui, il pensait qu'il allait me motiver en me disant ça m'a mais déprimée, quoi. Mais tu sais, il y a beaucoup justement d'avocats qui quittent la profession à cause de ça. Il y a 50% des avocats qui quittent la profession à cause de ça dans les 2 premières années d'exercice. Ah, mais c'est des horaires. Tu pars, c'est genre 21h, il y a tout le monde qui te regarde, en fait. Enfin, en Suisse, en tout cas, c'est très carriériste. En France, je sais pas. Ouais, Et ils te regardent en mode, tu fais quoi? Tu prends ton après-midi, puis t'es là, ben les gars, c'est 21h. En fait, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai une vie, tu vois. ouais, non, c'est sûr. Ouais, ça, c'est pas facile. Donc, franchement, bravo. Et c'est quoi le cas le plus fou ou grave que tu as vu chez tes clients ou dans ton audience, justement, dans le côté business, scaling, juridique? Alors, pas forcément le truc le plus fou, mais quelque chose que je vois, qui est assez fréquent en ce moment, que je vois beaucoup, surtout dans les entreprises de la tech, c'est les développeurs qui partent avec le code source et qui montent un business concurrent. Ça, il faut vraiment faire attention. De manière générale, quand on entame des discussions avec, ça peut être un développeur, mais ça peut être un futur associé, un futur investisseur, un partenaire commercial, peu importe, c'est hyper important de signer un NDA, un accord de confidentialité, ne serait-ce que pour garder les informations confidentielles et aussi s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite de propriété du code source. Ça, c'est hyper important. C'est la première étape, on va dire, le NDA. Et ensuite, si on veut vraiment se sécuriser sur le plan juridique, il faut faire un dépôt à l'INPI. D'ailleurs, j'ai un tips là-dessus, parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui me disent j'ai fait le dépôt en mon nom, j'avais pas encore créé la structure. Ça, c'est vraiment l'erreur à éviter. Il faut d'abord créer la structure avant de faire le dépôt à l'INPI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on dépose en nom propre, après, il faut faire un transfert de propriété du code source au profit de la société. Et en fait, ça coûte de l'argent, ça coûte entre 500 et 1000 euros. Donc, pour éviter d'avoir ces coûts, il faut d'abord créer la structure et déposer ensuite au nom de la société directement. Ok, intéressant. Et comment on fait pour se protéger quand on a un business, par exemple comme moi, coaching en ligne, pour éviter justement que les personnes qui bossent pour moi me volent ma méthode, mes clients, tout ça? Est-ce qu'il y a des choses? Tu peux dévoiler ton idée. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux pas parler de mon idée. En fait, c'est pas l'idée qu'on peut voler, c'est tout le process derrière. Donc, il faut éviter de donner trop de détails sur le process. Mais quand c'est des gens que t'engages, qui bossent. C'est pareil, ils ont pas. Tu peux leur mettre des clauses de confidentialité dans les contrats de travail mais ouais, il faut quand même faire attention. Il faut se faire accompagner. Ouais, puis il y en a surtout qui suivent pas, ils s'en foutent. Ils ont signé un contrat et après, du coup, le risque, c'est que ça parte en contentieux. Ouais, carrément. Intéressant. Et un entrepreneur qui fait, on va dire, 100 000 euros par mois aujourd'hui, est-ce qu'il y a il y a des cases légales à cocher immédiatement pour éviter justement d'avoir des problèmes dans 6 mois, 1 an? Tu parlais des salariés. Typiquement, les 2 plus gros risques légaux qui existent pour une entreprise qui est en train de se développer, c'est le risque fiscal et le risque social. Le risque social, c'est quoi? C'est un salarié qui va aller devant les prud'hommes. Le risque fiscal, c'est un redressement fiscal. Ça, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher à l'entreprise. Donc, il faut vraiment faire attention à ces 2 sujets-là. D'ailleurs, quand on rachète une entreprise, les 2 sujets qu'on déplafonne dans la garantie de passif, c'est fiscal et social, puisque c'est ce qui coûte le plus cher. Ça, c'est sur l'aspect légal. Après, sur le terrain non juridique, je dirais qu'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est la dépendance économique. Je ne sais pas si tu es familière avec ce concept. La dépendance économique, c'est avoir un seul client et tout ton chiffre d'affaires repose sur ce client. Donc, tu peux faire 100 000 euros. Il y a des CEO qui font 100 000 euros avec un seul client. Le problème, c'est que si tu perds ce client, en fait, tu perds tout. Ouais, complètement. Donc, faut vraiment éviter ça. Ouais. Et toi qui as déjà assisté à des guerres d'associés, c'est quoi un petit peu les clauses qu'il faut mettre pour éviter d'avoir ce déchirement et des gros problèmes ensuite qui vont avec? Il y a 3 clauses essentielles qui sont toutes les 3 des clauses de sortie. Ça, c'est les clauses les plus importantes, c'est les clauses de sortie. La première clause, c'est la clause de drague longue. C'est la clause de sortie forcée. En fait, si tu as une offre d'un tiers sur 100% de ta boîte, quelqu'un qui peut te racheter 100% de ta boîte et que tu as des minoritaires au capital, en fait, grâce à cette clause, tu vas pouvoir obliger les minoritaires à céder leur participation. Donc, en fait, tu vas éviter que les minoritaires puissent t'empêcher de vendre ta société. Ça, c'est la première clause hyper importante. Ensuite, tu as la promesse de vente, ce qu'on appelle les clauses de bad et de good liver. En fait, si tu as un associé, un manager qui quitte la boîte, qui travaille plus dans l'entreprise, etc., tu as la possibilité de lui racheter ses titres.
Parce qu'il faut savoir que tu as des entreprises qui prennent beaucoup de valeur très vite. Donc, si tu travailles plus pour l'entreprise, il n'y a aucune raison que 2 ans après, t'aies encore des titres de la société qui continuent à prendre de la valeur sans toi et que tu puisses faire une plus-value sur une société dans laquelle tu travailles plus depuis des années. Donc, ça, c'est une manière de se prémunir contre ça. Et la troisième clause importante, c'est la clause de buy or sell. En fait, c'est une clause qui est indispensable dans les sociétés où on a des associés à 50-50. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que je déconseille très fortement de faire des sociétés à 50-50. Ouais. Mais si c'est le cas, parce que parfois on n'a pas trop le choix, si c'est le cas, il faut vraiment mettre une clause de buy or sell, ce qu'on appelle aussi une clause texane. En fait, c'est une clause qui te permet de sortir d'une situation de paralysie dans le fonctionnement de la société. Et en fait, ça permet à un des associés de racheter la participation de l'autre. Comme ça, tu restes pas dans une situation de blocage à vie, éternellement, parce qu'il faut savoir que quand tu te retrouves dans une situation de blocage, la seule manière de t'en sortir, c'est de nommer un mandataire ad hoc en justice. Donc, c'est compliqué, c'est long, c'est coûteux. Et puis le risque, c'est que ça peut aller en plus jusqu'à la dissolution de la société. Donc, il faut vraiment faire attention quand on s'associe à 50-50. Mais voilà, au moins, cette clause, elle permet quand même de débloquer les choses s'il y a un conflit entre associés. Ok, donc 50-50, non. Qu'est-ce qu'on fait alors à la place? 49, 51? C'était Samuel Schwartz qui disait dans un de tes podcasts, d'un point de vue juridique, il faut éviter, mais en fait, en pratique, c'est la même chose. Il disait, il faut un leader. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Exactement, il faut un leader, il faut que quelqu'un puisse avoir le pouvoir de décision finale. C'est important, oui, on peut faire du 51-49. En fait, ça dépend aussi de l'implication de chacun des associés. Si tu as un associé qui s'implique plus que l'autre, peu importe le montant des apports en financier, s'il y en a un qui passe plus de temps que l'autre, c'est normal finalement qu'il ait un peu plus en capital que l'autre. Donc voilà, ça se détermine comme ça généralement. Mais au départ, on le sait pas forcément. S'il y en a un qui traîne la patte, qui fout rien. Après, tu peux toujours réajuster. Ouais. Trop bien. Maintenant, on va faire un petit audit express. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, donc là, toutes les personnes qui nous écoutent, ou moi avec mon business, allons-y, comment est-ce qu'on sait qu'on a un risque? Est-ce qu'on peut faire un petit audit? Ouais, alors moi j'ai créé il y a pas très longtemps justement un audit. En fait, c'est un outil IA qui te permet d'auditer ta société en quelques minutes. Tu as une trentaine de questions et en fait, tu réponds à chaque question et à la fin, tu as un diagnostic. Ça te sort un diagnostic avec des recommandations. Ça, c'est un outil qui est gratuit. C'est même pas un freebie, hein, c'est un outil en libre accès. Tu peux aller dans ma bio Instagram, te servir de cet outil. Et je trouve que c'est pratique. Après, il y a 3 questions principales à se poser. La première question, c'est qui a le pouvoir de décision? Est-ce que c'est toi, fondateur, qui a le pouvoir de décision finale, notamment sur les décisions stratégiques? La deuxième question, c'est, et ça c'est hyper important, qu'est-ce qui se passe s'il arrive quelque chose au fondateur ou à un manager clé? Est-ce que le business, il peut continuer à tourner sans toi ou pas? Et la troisième question, on en parlait tout à l'heure, c'est est-ce que les droits des minoritaires sont encadrés pour éviter justement une situation de blocage? Ça, c'est vraiment les 3 questions à se poser. 3 questions les plus importantes. Ok. Et donc, si la réponse est non, après, l'idéal, c'est de faire un audit, de voir un peu les points de friction. Et en général, après, tu peux toujours ajuster. Par exemple, si les droits des minoritaires sont pas encadrés, t'as pas de pacte d'associés, tu peux en faire un ou tu peux ajuster quelques clauses. Il y a toujours moyen d'ajuster pour être mieux protégé. Ouais. Et c'est quoi, selon toi, le signe invisible qu'un entrepreneur agit encore comme un freelance et pas comme un CEO, justement? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est un entrepreneur qui n'est pas structuré. Un CEO, il va avoir tendance à se structurer, à mettre en place des process. Toi, tu dois bien le savoir aussi puisque tu les accompagnes. Mais si tu n'as pas mis en place des systèmes ou que tu n'es pas structuré, je pense que tu penses encore comme un freelance. Moi, je pense qu'un CEO, il pense pas rémunération, il pense valorisation et transmission. Un CEO, il va vouloir donc se structurer. Ça peut par exemple être créer une holding pour rationaliser le groupe si tu as plusieurs sociétés. Il va vouloir optimiser fiscalement. Il va vouloir anticiper la transmission. Ça peut être une transmission à tes enfants si tu as des enfants. Ça peut être une transmission si tu veux revendre ta boîte. Mais voilà, c'est une vision plus à long terme que de se dire combien je vais toucher à la fin du mois. Ouais. C'est plutôt combien ma société vaudra dans quelques mois.
ou dans Ouais. quelques années. Complètement. Mm. Et tu as des conseils pour optimiser justement fiscalement, pour éviter de se faire taxer au max? Bah, dans ce cas-là, moi, comme je suis pas fiscaliste, Mm. je délègue cette partie-là. En fait, moi, je travaille en binôme avec des avocats fiscalistes. Mais généralement, de toute façon, c'est indispensable. Il y a toujours un aspect fiscal. Quand tu fais un montage juridique, ça commence toujours par une analyse fiscale. Et ensuite, moi, je mets en musique ce que l'avocat fiscaliste va préconiser. C'est vrai que on prend toujours une décision juridique en fonction de l'impact fiscal que ça va avoir derrière. Ça, c'est vraiment hyper important, c'est la première étape. Et après, on met en œuvre. Et quelqu'un, par exemple, là, qui se lance, ce serait quoi un peu les premières étapes pour justement monter sa boîte, tout ça? Je dirais que la première étape, c'est de se faire accompagner. Alors, si on n'y connaît vraiment rien et qu'on ne sait pas par où commencer, je pense que se faire accompagner, c'est bien parce que si tu te fais accompagner par un avocat, moi j'ai 11 ans d'expérience, donc je sais déjà, je vais pouvoir le dire à mon client, écoute, il faut commencer par ça, il faut faire ça, pense à ça. Voilà. Donc se faire accompagner, c'est déjà une bonne première étape. Et puis après, il faut oser se faire confiance aussi. Je pense que bon, voilà, on fait tous des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, mais si déjà on est bien accompagné, je pense que c'est un bon début. Carrément. Et est-ce qu'il y a une société peut-être que tu recommandes de monter au départ? Est-ce qu'une SARL, par exemple, pour commencer? Ou comment ça se passe un peu? En fait, ça va vraiment dépendre de ta situation. Il n'y a pas de statut mieux qu'un autre. Si tu envisages de te développer rapidement, d'avoir une entreprise en croissance et de lever des fonds, il vaut mieux commencer avec une SAS. Après, si tu veux te rémunérer, si tu es tout seul et que tu as finalement un petit commerce et que tu n'as pas forcément une volonté de développer, je pense qu'une SARL, c'est très bien. En fait, il faut vraiment... Parfois, tu peux même te dire, est-ce que ça vaut pas le coup de faire une petite simulation en fonction du chiffre d'affaires que tu envisages de générer, en fonction de ta rémunération, etc. Il faut faire une petite simulation pour voir quel est le meilleur statut, mais encore une fois, il faut pas demander à ChatGPT. ChatGPT ne sait pas. Ouais. Ouais, c'est intéressant qu'il soit à l'ouest là-dessus quand même. Ouais, parce qu'en fait, ça dépend tellement de paramètres. Ouais. Il y a tellement de paramètres à analyser. Si ChatGPT, tu lui dis analyse tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, je pense qu'il peut te sortir la bonne réponse. Mais généralement, toi, tu vas demander à ChatGPT, je veux créer une société pour telle activité, quel est le meilleur statut? Bon, si tu fais ça, déjà, tu n'auras pas la bonne réponse, c'est sûr. Ouais, en fait, c'est pas personnalisé, c'est ça, il prend pas le contexte. Ouais, exactement. Ouais, intéressant. Donc, ne pas utiliser ChatGPT. Non. Pour le juridique, on retient. Et on parlait justement tout à l'heure de toi, un peu ce côté innovant, comment t'es dans ton business, dans ce que t'apportes dans le juridique. J'imagine que tu dois pas te faire que des amis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, des consoeurs, des confrères qui se disent non, on voulait garder justement un petit peu ce monopole, tu vois. Comment tu le vis? Comment ça se passe aussi? Est-ce que vraiment tu as une vague de haters ou pas trop? Comment ça se passe? Ouais, il faut savoir que la profession d'avocat, c'est une profession qui est encore aujourd'hui profondément ancrée dans ses traditions. C'est très réglementé, très balisé, très encadré. Moi, parce que j'ai commencé à développer des side business il y a 3 ans, c'était très compliqué. Je marchais sur des œufs parce que il faut savoir que nous, les avocats, déjà, c'est le principe, on a interdiction de faire du business. C'est hallucinant en 2025 de se dire que les avocats n'ont pas le droit de faire du business. Sauf exception, en fait, sous certaines conditions, tu as le droit de développer du business. Mais c'est hyper encadré. Donc, tu dois faire une déclaration à l'ordre qui doit être tamponnée par l'ordre. Enfin, voilà, et ça doit vraiment rentrer dans les clous. Donc, c'est compliqué. En France, vous avez le droit de faire de la pub ou pas? Non, mais ça aussi, c'est encore... c'est interdit. Mais ouais, mais ça, c'est des trucs... C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer, heureusement. Mais ça reste encore compliqué. Et moi, je le vois, là, je forme les avocats maintenant à l'entrepreneuriat. Parce que bon, il faut se l'avouer, on est très bon dans notre domaine. Mais en marketing et en communication, on est nuls. Chacun son métier. Ouais, chacun son métier. Franchement, c'est pas notre truc. Et c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui est encore mal compris. J'essaie de faire comprendre aux avocats
que ça peut être pas mal aussi de sortir de sa routine, de faire autre chose, de s'épanouir professionnellement en faisant autre chose que du droit, et que c'est même possible de générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus sans avoir besoin de travailler. Ça, c'est quelque chose chez les avocats, c'est assez compliqué. Là, moi, cette année, j'ai créé une communauté d'avocats entrepreneurs, justement pour essayer de démocratiser un peu ça. Mais en fait, je me dis que de toute façon, dans n'importe quel domaine, quand tu lances une offre, soit ton offre, elle existe déjà et donc tu as un marché qui est ultra concurrencé, voire saturé, et tu galères. Soit, et c'est mon cas, tu as une offre qui n'existe pas, mais tu as un gros travail d'éducation à faire derrière. Ouais. Et en fait, dans les deux cas, bah, tu dois te battre. Donc, moi, c'est un peu ça que je traverse en ce moment. Mais écoute, j'ai bon espoir de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et de faire bouger tout ça. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup d'avocats entrepreneurs ou pas encore? Comment ça se passe? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais parce qu'en fait, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, on pouvait pas le faire. Donc, c'était vraiment interdit, interdiction absolue. Maintenant, on a le droit sous certaines conditions, etc. Mais il y a beaucoup d'avocats qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de le faire. Donc, c'est là où je te dis, j'ai un gros travail d'éducation à faire. C'est qu'il y en a plein qui, soit qui savent pas qu'on peut le faire, soit qui voient pas l'utilité. Enfin, voilà, qui sont pas vraiment dans cet état d'esprit de faire autre chose. Et tu crois pas qu'il y en a qui ont peur aussi de se faire lyncher par les autres? Je pense que les avocats nouvelle génération, ils sont en train de prendre un tournant. Et oui, tu te feras toujours juger par les avocats qui ont, enfin voilà, toute leur carrière, qui ont exercé d'une certaine manière. Tu pourras pas leur dire du jour au lendemain, bah non, on fait plus comme ça. Et Oui, je pense que ça fait longtemps, hein. Bah ouais, c'est ça. il y en a encore. Hein. Franchement, moi j'en vois des fois, même sur Instagram. Bah déjà, c'est super, hein. Quand t'es avocat, de franchir le cap, de créer un compte professionnel sur Instagram, c'est déjà une étape. Je trouve que c'est déjà bien. Mais il y en a, ils sont dans une posture vraiment qui date des années 50, quoi. Ouais, complètement. Ça fait peur, quoi. Et ces gens-là, justement, ils réagissent comment à ce que toi tu fais? J'ai plutôt eu des encouragements dans la profession. Cool. Ouais. Que de la haine, quoi. Ouais. T'as pas trop des messages de haters pour l'instant? Non, Ok. ça va. Tu fais de la pub un peu ou pas? J'en fais pas. Tu veux dire de la pub payante? Ouais. Non, pas du tout. En fait, j'en ai fait. J'ai fait du ads, même un peu sur Instagram. En fait, moi, j'ai mis en place une stratégie SEO qui est, pour moi, beaucoup plus performante. Justement, avec, t'en parlais, le scaling juridique. Ça, c'est quelque chose qui m'a permis de me positionner et du coup, de renforcer ma stratégie SEO et ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, je fais plutôt ça que de la publicité payante qui... J'ai jamais eu de résultat, jamais été super convaincue. Alors, je sais pas si c'était les prestataires auxquels je faisais appel. Ça marche super bien la pub. Ouais, je pense que moi, je le fais pas. Hein, je délègue ça à des prestataires. Et, ouais, mais il y a beaucoup de gens très mauvais. Ouais. Ouais, je le vois tous les jours. Ouais. Ça m'étonne pas. J'en parle tout le temps dans mes podcasts, c'est vraiment le truc. En fait, ce qui t'empêche de scale, c'est les prestataires, quoi. Mais les prestataires en fait, c'est les pires. C'est ceux qui ont l'impression qu'ils sont bons, mais ils sont nuls. Ouais. Parce que si t'as des doutes que t'es bon, généralement, tu vas te former, tu vas peut-être aussi faire des prix plus bas parce que tu sais que, voilà, tu te formes, etc. Mais ceux qui savent, en fait, ils savent rien. C'est les pires, parce que toi, tu leur fais confiance. Ouais. Tu dis, c'est bon, ils gèrent. Et en fait, ils te font perdre des milliers d'euros chaque mois. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai même eu un business entier qui est tombé à cause de ça. Ouais. Un de mes premiers business qui est tombé à cause de ça. Ça m'étonne pas. Les gens médiocres, on n'en peut plus. Ouais, c'est clair. Qui se forment pas, qui n'ont pas envie de grandir, qui n'ont pas envie d'évoluer. Enfin, c'est... En fait, t'as beaucoup de prestataires, je le vois, qui sont juste là pour faire de l'argent, qui essayent de rendre des prestations un peu bâclées et juste pour se dire, je suis hyper rentable parce que j'arrive à traiter ce client-là en tant de temps et je suis payé tant. Et en fait, tu le vois tout de suite. Un travail qui est bâclé, qui est mal fait. Donc, ok, toi, t'es super rentable, mais au final, t'as perdu un client parce que moi, je suis pas contente de ton service. Donc, ouais. Moi, ma théorie, c'est qu'on est dans une ère où, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de rien faire, mais qui ont envie de gagner 10 000 euros par mois à Bali. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc, ils ont suivi un module et puis c'est bon. Ouais, c'est exactement ça. Intéressant. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton acquisition client? Justement, donc tu parlais stratégie SEO, dis-nous tout. Mon système d'acquisition, il est assez classique. Ma première étape, c'est mon contenu gratuit, mon contenu sur les réseaux sociaux, donc ma communication. Ça, c'est ma première étape.
Ensuite, j'ai mon contenu gratuit, justement, mes lead magnets, mes freebies. Donc, ça peut être, justement, on en parlait tout à l'heure, l'outil IA. Ça peut être un e-book. Ça peut être ce genre de choses. Ensuite, l'étape d'après, c'est ma newsletter. Donc là, c'est vraiment full valeur. Là, je fais pas de l'accompagnement personnalisé par newsletter, mais je donne énormément de valeur dans ma newsletter. Justement, sur les aspects fiscaux, comment on choisit le bon statut, comment on fait pour scaler, quelles sont les étapes du scaling, pourquoi créer une holding, pourquoi ne pas en créer, parce que c'est pas obligatoire de créer une holding, c'est très à la mode, mais des fois, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, j'ai mon offre low ticket, on va dire, qui est donc mes outils juridiques, qui sont entre 79 et 99 €. Donc, c'est vraiment accessible. Et ensuite, tu as le high ticket qui est plutôt l'accompagnement sur mesure et en one-to-one avec moi. Ok, tu fais des groupes aussi ou pas encore? Je fais des groupes, ouais, évidemment. Ouais. C'est une grosse majorité de mes clients, ouais. Ok. Donc, la structuration de groupe, je fais beaucoup de franchises aussi. C'est quoi le cas le plus grave que tu aies vu de quelqu'un qui vraiment ne s'est pas protégé juridiquement? Et je sais pas, est-ce que c'était peut-être en amende ou autre, tu vois, contrôle fiscal par exemple? C'est t'as pu voir. Clairement, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est mal protégé vis-à-vis de ses salariés et avoir un gros litige prud'homal mais parfois ça peut même te renverser une entreprise en fait, hein. Ouais, combien ça coûte ça justement? C'est des centaines de milliers d'euros. Donc si t'as pas provisionné et que t'as pas la trésor, t'as pas les épaules pour, t'es mal quoi. Non, puis émotionnellement c'est dur aussi, hein. Ouais. Un redressement fiscal, faut pas croire, c'est vraiment émotionnellement c'est compliqué parce qu'en plus c'est long et tu sors pas indemne généralement d'un contrôle fiscal. Donc t'as intérêt à avoir été bien conseillé avant si tu veux t'en sortir bien. Comment ça se passe en gros? Ils te chopent, pas de bol. Tu reçois un courrier, j'imagine, il se passe un truc. Ouais, et là ça en commence. fait, c'est par étapes. Tu vas d'abord avoir des questions et après tu vas y répondre. Si l'administration considère que les réponses que tu donnes sont pas suffisantes, elle va vouloir approfondir un peu son contrôle, etc. Ouais, pas très cool quoi. Non. Non, et ça dure combien de temps cette histoire? Ça peut durer des mois, hein. Des mois. Ouais, il faut fournir tous les documents. Ouais, c'est ça. En plus, ils viennent dans ton entreprise, ils viennent sur place. Donc, en plus, tu vois, l'ambiance générale est pas géniale, quoi. Et si les digital nomades, ils font quoi? Ils débarquent où? T'as pas de bureau? Ils viennent chez toi? On est quand même censé. Moi, j'attends qu'ils viennent chez moi à Valence, hein, mais non, mais t'es quand même censé avoir ta comptabilité, ton juridique dans un endroit où tu peux ça peut faire être chez toi ou autre. Quoi. Ouais, exactement. Donc chez ton comptable, chez ton avocat. Intéressant. Ok. Et pour toi, c'est quoi le mode de collaboration idéal justement avec un avocat quand on scale? Donc, c'est quoi en tant que client qu'il faut exiger? Parce que on parlait tout à l'heure justement de prestataires qui sont bien ou pas bien. J'imagine aussi que parfois, t'es mal conseillé par un avocat. C'est quoi un peu qu'on doit exiger en tant que client? Déjà, moi, ce que je recommande, c'est quand on est entrepreneur, c'est de choisir un avocat en droit des affaires qui est lui-même entrepreneur et qui connaît les enjeux du business. En fait, quand on est avocat en droit des affaires, on n'est pas seulement un conseil, on est aussi un partenaire business. Enfin, moi, je le vois, ça fait 11 ans que je fais ce métier, j'ai un énorme réseau, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Donc, en plus de conseiller, je peux potentiellement te mettre en relation, te trouver un investisseur si tu es une start-up et que tu veux lever des fonds. Enfin, voilà, je peux toujours... en plus, je négocie des tarifs avec mes partenaires qui sont hyper compétitifs. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la première chose, c'est d'essayer de trouver un avocat qui est lui-même entrepreneur et qui parle la même langue que toi. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et après, ce que tu peux exiger d'un avocat, je dirais que un avocat, il est là pour écouter, comprendre son client et ne pas le juger. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut attendre d'un avocat, c'est de ne pas se sentir jugé. Il y a beaucoup de clients qui me disent « Ah, mais maître, avec vous, on se sent pas jugé. » Et ça, c'est hyper important, en fait, si tu veux réussir à avoir une relation de confiance avec ton client. Tu dois pas te sentir jugé puisque tu dois... nos clients, ils nous disent des choses qu'ils disent à personne d'autre. Donc... Déjà, en tant qu'avocat, tu devrais pas mettre d'émotion et d'émotionnel dans la relation avec tes clients et ce qu'ils te disent.
Mais il y en a qui le font. Mais tu sais qu'il y a un très fort aspect psychologique dans la relation avocat-client. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé mes études en faisant des études de psychologie. J'ai fait 1 an de psychologie et ça me sert beaucoup aujourd'hui. Parce que ton client, il va être dans un état d'esprit différent tous les jours. Et quand tu entames des négociations, notamment quand tu es justement un rachat d'entreprise, il y a des passages plus ou moins compliqués, des passages un peu émotionnellement qui sont des phases de négociation qui vont être un peu plus compliquées que d'autres. Et il faut vraiment prendre la température et savoir dans quel état d'esprit se trouve ton client. Et ouais, je pense qu'il y a un aspect psychologique qui est vraiment à prendre en compte quand tu fais du droit et pas seulement, c'est pas seulement de la technique, le droit. Même en droit des affaires, il y a quand même un aspect humain et un aspect psychologique, ouais. Ouais, complètement. Et je reviens sur ton low ticket, justement, quand tu nous parlais de l'acquisition client. Le fait qu'aujourd'hui, tu sois sur des tarifs aussi accessibles, ça énerve pas quand même des gens dans ta profession? J'ai plutôt l'impression que ça donne envie aux autres de faire la même chose. Ouais. Je le vois, en fait, ça a donné envie à d'autres avocats de faire la même chose. Ça a libéré un truc. Et d'ailleurs, c'est des avocats qui qui après me demandent de les accompagner sur la stratégie, le positionnement, l'acquisition, etc. Donc c'est aussi moi, je me forme beaucoup. Je me forme beaucoup à l'entrepreneuriat parce que j'adore ça. Et en fait, je baigne dans cet écosystème de toute façon de par mon activité d'avocate. Et du coup, j'ai aussi envie de transmettre mes connaissances de l'entrepreneuriat et justement de tout ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'un avocat, il va avoir plus de facilité à faire confiance à un confrère ou une consoeur qui est passé par là, plutôt qu'un expert en stratégie, mais qui n'est pas du tout avocat et au final qui va pas forcément connaître les règles déontologiques, etc. Donc, mais ouais, j'ai beaucoup d'avocats maintenant qui me demandent mais comment t'as fait, qui me demandent des conseils sur tous ces sujets-là. Je suis trop curieuse de savoir si ça marcherait en Suisse parce qu'on est tellement conservateur dans le droit. Je revois vraiment les études où j'étais, ou même d'autres études qu'on connaît qui sont très connues à Genève, où c'est tellement un petit cercle très fermé, tout le monde se connaît aussi. Enfin, c'est intéressant. J'aimerais bien être une petite mouche pour savoir justement si on lance des formations, on crée justement tout ce que tu fais en fait. Comment ce serait vu? Je me disais justement, j'y ai pensé plein de fois que je pense que je serais énormément attaquée, tu vois, avec beaucoup de procès pour arrêter de faire ci ou arrêter de faire ça. Toi, t'as rien. T'as vraiment, pour l'instant, on te laisse tranquille. Le seul risque que j'ai, c'est l'ordre. Mais moi, ce que je fais généralement, c'est que normalement, tu as 30 jours pour déclarer une activité, ce qu'on appelle une activité accessoire, donc une activité commerciale à l'ordre, à compter du démarrage de ton activité. Moi, ce que je fais, c'est que je les préviens en amont. En fait, je fais une déclaration en amont et je leur demande validation. Donc moi, je vais pas lancer un business tant que j'ai pas la validation de l'ordre. Donc déjà, ça m'évite de commencer à dépenser de l'argent dans ce business si au final l'ordre me dit non, là ça va pas être possible. Donc je fais toujours valider à chaque fois que j'ai une idée de business, je fais toujours valider par l'ordre et si c'est bon, c'est parti après. Et donc après, on peut pas t'attaquer, on peut rien faire. On peut te mettre peut-être des bâtons dans les roues un petit peu. Je pense qu'il y a toujours des concurrents ou des personnes membres des avocats membres de l'ordre qui, comme tu dis, qui ont moins l'emprise sur certaines choses mais écoute, pour l'instant, je touche du bois. Les doigts. Tout se passe bien et j'ai l'impression qu'il y a une bonne dynamique et encore une fois, c'est plus un travail d'éducation, mais je pense qu'il y a une volonté quand même. Il y a un truc à faire, hein. Franchement, complètement. Complètement, parce que le métier d'avocat, il est incroyable, vraiment. Mais comme on disait avant, à certaines conditions, c'est mieux. Tu vas avoir vraiment ce côté décider d'aider les autres, mais en fait, comme toi, tu as envie d'avoir ton business et pas justement être coincé avec un truc, mais il faut faire les heures, il faut être là. Mais c'est ça, et puis faire autre chose aussi. Enfin, quand ça fait 11 ans, tu fais la même chose. Tu as envie, le droit évolue, donc tu évolues avec lui, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des revirements de jurisprudence ou des lois de finances chaque année que ta pratique, elle change. Donc c'est bien aussi de voir d'autres choses. Même, je trouve que c'est très stimulant intellectuellement de se former à des nouvelles choses. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vrai que d'avoir des side business, ça te permet de développer des revenus supplémentaires, on va pas se le cacher, mais tu le fais pas que pour ça, tu le fais aussi parce que t'apprends plein de choses en fait. Tu t'épanouis d'une autre manière et parfois ça peut même sauver ta carrière d'avocat parce que s'il y avait pas ça, tu te dirais allez, je raccroche la robe et c'est fini quoi, je peux plus. Ouais, donc, c'est stimulant vraiment quoi.
Ouais, Ouais, très. complètement. Et quand tu as des personnes qui viennent te voir, donc des clients, est-ce qu'ils viennent te voir au début parce qu'ils veulent, tu sais, faire les choses bien, ou est-ce qu'ils viennent te voir généralement quand ils se sont pris justement un redressement fiscal et qu'ils sont là, sauve-moi? Bah, le problème, c'est que les clients ont plutôt tendance à venir te voir une fois qu'il y a un problème. Heu, Moi, je le vis pas trop parce que je fais pas de contentieux. Donc j'interviens pas du tout dans la phase où il y a un problème. Moi, j'interviens toujours en amont puisque je fais que du conseil. Mais c'est pas encore dans les mœurs de se dire, je consulte un avocat avant pour éviter justement qu'il y ait un problème. C'est vrai que je sais pas pourquoi dans l'esprit général, on se dit: «On va voir un avocat quand ça va pas», alors qu'en fait pas Mmh. du tout. Non, justement, il faut aller voir un avocat avant, Ouais. poser des bonnes bases et c'est marrant d'ailleurs, il y a un client qui m'a dit, cette semaine, il y a 2 jours, qui m'a dit: «Alexandra, tu es la clé de voûte de mon projet». Et pourquoi? Bah, alors c'est très flatteur, merci. Oui, Mais pourquoi? Parce que le juridique, c'est, la fondation de ton projet. Donc si tes fondations sont pas bonnes, j'irai pas jusqu'à dire que ton projet s'effondre, mais il part pas forcément très bien. Tu lui donnes pas toutes ses chances, quoi. Ouais, je pense que les gens se disent: «Ouais, bon, on verra bien. Ouais, On verra bien si ça passe». exactement. Je pense Puis qu'ils veulent après, faire il y a un l'économie au problème. départ. Moi, j'ai vu tellement, tellement de boîtes mais même en 6 mois, hein, tomber à l'eau alors qu'il y avait un énorme potentiel de croissance, tomber à l'eau, parce qu'ils ont été, soit mal conseillés, soit pas conseillés du tout. Je trouve ça dommage. Ah bah, carrément. C'est vraiment Et dommage. justement, il s'est passé quoi avec ces boîtes? C'est où que ça Bah, foiré? on en parlait tout à l'heure, vol de code source. Ah ouais. Mmh. OK. Donc la personne, elle pique tout et C'est pas du tout anodin et ça arrive pas qu'aux autres. Faut vraiment anticiper tout ça. dans le coaching, tu vois aussi, formation en ligne, tu vois des gros problèmes ou comme ça, comme code source ou pas trop? En tout cas, j'ai pas eu le cas. Ouais, parce que finalement, le coaching, c'est un peu, bah, tu ta secret sauce. Tu vois, moi, j'ai ma méthode, et quand j'engage quelqu'un, pour être, la coach, mindset ou qu'importe, même la success coach, bah, je lui apprends Ouais. cette secret sauce. Et après, Ouais. nous, ça nous est arrivé, hein, un cas de quelqu'un qui a travaillé pour nous pendant un moment et après, ça s'est mal passé, elle est partie et elle nous a volé tous nos clients. Elle a récupéré tous nos témoignages à nous, donc de nos clients et elle nous a carrément volé notre méthode, tout, Et et du coup, tu as fait comment? bah, j'ai pris un avocat, Ouais. un pote à Genève qui lui a Ouais. envoyé des courriers, qui lui a dit d'enlever ça immédiatement. En plus, elle est sur Malte avec nos témoignages. C'était sous Mixed Agency qu'elle a travaillé quand il y avait ces témoignages. Donc, en fait, elle n'a pas le droit de les utiliser. Elle a jamais enlevé, hein. Et du coup, tu penses que c'est dû au fait que ça avait, enfin, que le terrain était mal préparé avec elle et qu'il y avait un avocat dans la boucle justement, Ouais, moi, je fais tout moi et après, je fais corriger par un ami avocat. OK. Parce qu'on sait jamais, tu vois, ça fait longtemps Ouais, quand même ouais, que j'ai c'est clair. arrêté. Donc, non, je pense que c'était bien fait. Mais en fait, en gros, c'était soit on allait devant un tribunal, soit on laissait couler. Et puis j'étais là, bon, on a d'autres choses à faire. Franchement, tant pis pour elle, c'est elle qui se grille en fait. Ouais et puis toi, l'avantage, c'est que tu as tout ton branding qui est en fait, c'est toi, Ouais. ton système, c'est toi et je pense pas que tu puisses, tu peux pas le copier, quoi, donc Non, elle pourra jamais piquer les 7 ans c'est ça. d'entrepreneuriat et de coaching, etc. qu'on a avec Micha, c'est clair. Ouais, c'est pour ça qu'on a laissé couler. Mais c'est vrai que le droit, moi, j'ai trouvé quand même une limite. C'est que, bah, c'est trop bien, les contrats, c'est important, etc. Mais après, faut prendre action et aller devant un tribunal. Sinon, ben, comme là, tu vois, l'histoire, elle s'est éteinte, quoi. Il faut éviter au maximum d'aller devant le tribunal, Mm. donc se blinder vraiment au départ. Après, on peut pas éviter 100% des litiges, hein, malheureusement. Ouais. Oui, parce qu'il y a des gens, ils sont sans foi ni loi. Ouais, Ils se croient clair. tout permis. Et toi, pour toi, c'est quoi la vérité sur le monde du business que tu as appris avec des CEO qui font des gros chiffres, 6, 7 chiffres, et Mmh. que tu peux pas vraiment dire en ligne, genre vraiment cette vérité qui fâche un peu. Alors, est-ce que tu veux une réponse policée façon LinkedIn ou est-ce que tu veux une réponse sans filtre Sans filtre, on dit TikTok? sans filtre. Ok. La vérité, et c'est une vérité qui fait mal, c'est que 90% des entrepreneurs qui scale et qui lèvent des fonds sont des hommes. C'est pas une appréciation, c'est factuel en fait. T'as 4 fois moins de levées de fonds chez les femmes. Le tour de table moyen, je crois que je vais arrondir les chiffres, mais je crois que c'est 4 millions d'euros pour une société qui est fondée par une femme, alors que le tour de table moyen d'un homme de levée de fonds, c'est 18 millions d'euros. Ah Donc ça donne déjà une idée. La différence. En France, en 2025, je crois qu'on a 26 licornes en France. Il n'y en a aucune, c'est-à-dire zéro. Zéro société qui a été fondée par une femme. On a 2 C'est moche. exceptions.
On a Vestiaire Collective, qui a été fondue par une équipe mixte. Et on a très récemment une start-up française qui s'appelle Pigment, qui a été cofondée par une femme qui s'appelle Éléonore Crespo, qui a levé, je crois, l'année dernière 145 millions d'euros et qui, du coup, est devenue une licorne. Mais ça restait une équipe mixte. Donc, voilà, en France, en 2025, il n'y a aucune société qui est valorisée à plus de 1 milliard d'euros qui a été fondée par une équipe 100% féminine. C'est quand même assez hallucinant. Ouais, et pourquoi, selon toi? Et je pense que ça vient de 2 choses. La première chose, c'est que nous, on est beaucoup plus sujette au syndrome de l'imposteur. Il y a une femme sur 2 qui estime qui considère qu'elle n'a pas les compétences suffisantes pour négocier ou pour lever des fonds. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on est 2 fois plus sensible que les hommes au risque d'échec. Voilà. Et je pense que ça s'explique comme ça. Mais alors après, c'est en train d'évoluer. Moi, je le vois quand même, puisque ça fait 11 ans que je fais ce métier. Mais je vois que ça évolue dans le bon sens. Mais il y a quand même, ça reste quand même encore aujourd'hui un sujet. Ouais, et puis même pas que dans la levée de fonds. Quand tu regardes les entrepreneurs, ceux qui ont réussi, hommes, femmes, la plupart, c'est des hommes. Hein. Ouais. Mais dans le financement, en fait, les fonds ou les banques ont plus de mal aussi parfois à prêter aux femmes. Ah ouais. Ouais. Encore maintenant. Ouais, encore maintenant. C'est dingue. Parce que ça reste quand même un monde d'hommes. Moi, je le vois. Enfin, je dirais pas que 90% de ma clientèle c'est des hommes, mais sur les startups qui lèvent des fonds, ouais, c'est 90% des hommes. C'est marrant. Moi, j'avais une autre théorie. Intéressant. Ah. Pour moi, c'était le côté, la femme, à un moment donné, elle a envie de fonder une famille. Ouais. Donc, en fait, elle arrête, elle met sur pause sa carrière. Elle fait sa famille, donc 1, 2, 3, 4 enfants, ça dépend. Et après, en fait, elle a perdu en vélocité. Donc, reprendre, moi, j'en ai eu plein des copines comme ça qui étaient super, des entrepreneurs ou même influenceuses autres qui vraiment bossaient dans la com ou autre. Elles ont eu des enfants. Et maintenant, elles me disent, Amandine, comment tu fais, etc. Je suis là, mais t'as été cette nana, viens, allez, remonte en selle, on y va, tu vois. Et il y a ce côté, peut-être, c'est là où justement tu disais, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je fais j'ose plus, le marché a changé, puis j'ai les enfants, est-ce que je vais pouvoir faire les 2 en même temps? Ouais, c'est une question de priorité aussi. En fait, l'entrepreneuriat, ça te demande tellement d'investissement personnel et de temps aussi. Je peux comprendre que t'es d'autres priorités et tu peux pas faire ça à moitié, en fait. T'es obligé de mettre à 100%. Donc, ouais. Complètement. Et c'est quoi qui demande le plus d'investissement selon toi? C'est le droit, donc vraiment les études, la carrière, tout ça, ou l'entrepreneuriat? C'est pareil? En fait, je pense que le droit, c'est quand même plus de 10 ans d'études. Donc, ça prend quand même une partie de ta vie. Ouais, une belle partie, ouais. Mais après, finalement, ça te demande pas tant de mise à jour que ça, alors que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. T'es obligé, en fait, de te former tout le temps. Donc, je pense que sur le long terme, je pense que c'est l'entrepreneuriat qui te demande le plus d'investissement et d'énergie, ouais. Intéressant. Comme quoi, donc le droit, c'est au début, les 10 premières années, puis après, c'est plus smooth. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps. Ouais, c'est tout le temps. Ouais, c'est le marathon, vraiment. Une course de fond, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Moi, j'aime bien. Ouais. J'adore me former tout le temps. Tous les matins, avec Micha, c'est uniquement de la formation. Et puis, c'est pas que de la théorie, c'est on teste en même temps. Tu en fais théorie pratique, parce que sinon t'es passif. Et tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui sortent, des nouvelles technologies, des nouvelles stratégies. Des nouveaux challenges. Ouais. Ouais, non, mais en fait, tu sors tout le temps de ta zone de confort quand tu entreprends et c'est ça qui est génial. C'est ça qui te donne envie de te lever le matin. Ouais, carrément. Trop cool. Merci pour tout, c'était trop cool. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Écoute, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer ici à Montpellier. En plus, on a fait plusieurs milliers de kilomètres toutes les deux pour se rejoindre ici. Ouais. Donc c'est cool. Trop bien. Ouais, trop cool. Plaisir partagé, merci. Trop bien. C'était bien? Nickel. Cool. J'ai eu un peu peur. Oui, moi aussi, j'ai failli rigoler. Ah ouais. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou on continue et on fait comme ça? Entendu. Moi, j'avais oublié qu'il y avait les chefs. Sonnerie de chef. Mais c'est ce que je me suis dit. Et après, je me suis dit, quand elles vont capter, elles vont rigoler. En fait, ils m'ont dit avant que, c'est pour ça que vous étiez pas encore là, mais apparemment, pendant le podcast, ils ont entendu, donc avant nous, les chèvres, et donc ils ont explosé de rire en pensant que dans le micro, ils allaient entendre les chèvres. Ouais. Et en fait, ils sont passés pour des fous parce qu'on n'entendait rien. Donc du coup, je me suis rappelé l'histoire, je me suis dit, rigole surtout pas. Mais je t'ai vu, que tu te retenais, et je me suis dit, oui, te concentre pas sur ça et continue ce que t'es en train de dire et on les entend bien, les chèvres, là. Hein. Il y a eu 2 fois où j'ai eu... Ah, les chèvres, on les a bien entendus, hein. Ah, voilà.